want you to think big, Henry, for Christ's sake. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et aujourd'hui encore, je vais vous raconter l'histoire de comment les humains, et quand je dis les humains, bien sûr, je parle des Américains, ont failli s'annihiler complètement de la surface de la planète Terre au moyen des armes nucléaires. Et pour ce faire, on va remonter dans le temps et on va aller durant la guerre froide en octobre 1969. En 1969, c'est quoi l'ambiance? Eh bien, les Américains, après avoir gagné la course à l'espace et avoir réussi à marcher sur la Lune, ils se sont posé la question de savoir comment ils pourraient rapidement annihiler la vie sur Terre. Et ils ont trouvé la réponse qui était assez simple, qui est de démarrer tout simplement l'URSS et permettre ainsi de déclencher une guerre nucléaire à grande échelle. Et c'est donc en octobre 1969 qu'ils vont se décider à lancer l'opération Giant Lancet. Alors, avant de rentrer dans les détails de cette opération, il faut un peu de contexte. Et le contexte, en 1969, ce qui fait la une de tous les journaux en permanence aux États-Unis et à juste titre, c'est la guerre au Vietnam. Très rapidement, on va pas trop s'étendre parce qu'on va probablement dédier une vidéo sur ça à la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux pas louper les prochaines vidéos. C'est une guerre qui s'est étendue de 1955 à 1975. Donc c'est une guerre qui a duré plus de 20 ans, dans laquelle les États-Unis étaient engagés directement avec des soldats sur le terrain. C'est une guerre qu'on a un peu oubliée en Europe parce que finalement elle a que très peu touché l'Europe, mais ça a été un conflit majeur pour les Américains. Globalement, c'est un conflit idéologique qui va opposer le communisme, qui ici est représenté par le Vietnam du Nord, soutenu par l'URSS et la Chine, et le Sud qui lui est plus pro-capitaliste et qui est soutenu par les États-Unis et ses alliés. Et globalement, elle trouve en partie ses origines dans la guerre de décolonisation de l'Indochine, donc guerre qui opposait la France à ses anciennes colonies qui ont été par la suite divisées en trois, c'est-à-dire le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Donc dans les années 1960, quand John Fitzgerald Kennedy, aussi appelé JFK ou tout simplement le président Kennedy, est au pouvoir, va y avoir une escalade dans le conflit. En fait, on était plus sur une base de soutien logistique et matériel et on va passer à l'envoi de troupes américaines directement sur le terrain. Le déploiement des soldats, il commence dans les années 60, mais il va atteindre un pic monstrueux parce que durant cette décennie, il y aura jusqu'à 500 000 soldats présents au Vietnam. Pour vous donner un ordre d'idée, le débarquement en Normandie, c'était 156 000 soldats. Ils vont tout utiliser durant cette guerre, des armes chimiques, notamment avec l'agent orange, mais aussi du napalm. Il va même y avoir un moment où les jeunes Américains vont regarder à la télé si leur date de naissance n'est pas tirée au sort pour savoir s'ils sont déployés l'année d'après ou pas au Vietnam. Plutôt glauque comme ambiance. Et globalement, cette guerre va faire des millions de morts. Il y aura 58 000 morts du côté américain et des millions de morts du côté vietnamien. Finalement, cette guerre, elle va s'arrêter en 1975 avec la victoire du Nord, donc pro-communiste. Donc oui, les Américains ont perdu cette guerre et qui va unifier tout le pays. Donc si on en revient à nos moutons, en 1969, ça fait déjà 14 ans que cette guerre, elle dure. Et on estime à ce moment-là à 40 000 morts le nombre de soldats américains. Donc il y a des énormes manifestations, l'opinion publique américaine, elle en peut plus. Le pouvoir politique, il commence à en avoir marre aussi. Financièrement, ça devient de moins en moins tenable. Et donc, le 20 janvier 1969, il y a un nouveau président qui est élu aux États-Unis, qui est Richard Nixon. Alors, Nixon, il va rentrer en fonction et c'est un mec qui est pas hyper recommandable. On fera probablement aussi une longue vidéo consacrée à son histoire parce que c'est assez rocambolesque. Et si vous pensez qu'aujourd'hui la classe politique américaine est corrompue, accrochez-vous avec Nixon. Une des raisons de pourquoi on se souvient de lui, en dehors du fait que c'était probablement un alcoolique notoire qui, tous les 4 matins en gueule de bois, voulait utiliser l'arme nucléaire pour annihiler ses ennemis, et surtout resté connu dans l'histoire pour avoir, entre guillemets, inventé, mais surtout appliqué concrètement ce qu'on appelle la Madman Theory, donc la théorie de l'homme fou. En gros, l'idée était de faire croire aux ennemis des États-Unis que le président américain était assez imprévisible et irrationnel pour utiliser les armes nucléaires et ainsi forcer une issue favorable pour les États-Unis. En gros, c'est envoyer le message que mon pote, ne me cherche pas parce que moi, on va pas négocier 5 minutes, je vais t'envoyer une bombe nucléaire et ça va être réglé. Donc, ne cherche pas à m'énerver. Clairement, c'est une technique d'intimidation pure et dure. Avec cette conception assez bancale des relations internationales et surtout des milliers et des milliers de bombes nucléaires prêtes à être envoyées et devant une guerre qui s'éternise, le président Richard Nixon décide d'approuver l'opération Giant Lancet. Alors, cette opération, elle est
assez simple. Elle propose d'envoyer 18 B-52 chargés avec des armes nucléaires pour survoler le nord de l'Alaska en direction de l'Union soviétique. Si on résume grossièrement, il y a des mecs dans un bureau qui se sont assis un jour et qui se sont dit « Venez, on prend nos avions qui sont capables de porter des armes nucléaires, qui sont capables de faire 14 000 km sans ravitaillement. » 14 000 km, c'est la distance entre Paris et Tokyo. Qui sont capables d'avoir à peu près 8 missiles de croisière nucléaire et 30 000 tonnes d'explosifs sur eux. Donc on en prend 18 et on va les déplacer vers l'URSS qui sont nos ennemis, qui pourraient très bien anéantir notre pays si jamais on se rate. Concrètement, comment ça va se dérouler? Eh bien, l'escadron des 18 B-52, il devait patrouiller au-dessus de la calotte glaciaire nord, en fait, pour surveiller le terrain a priori gelé. Donc, même le postulat de pourquoi il pourrait se trouver là, vraiment pas ouf. Vraiment, du point de vue de l'URSS, tu te dis, là, vraiment, ils nous attaquent. C'est pas un missile qui se perd, là. Et en gros, les patrouilles, elles consistaient en des veilles d'environ 18 heures qui étaient destinées à apparaître comme des mouvements suspects pour les États-Unis. Comme si ça suffisait pas de déplacer tout ce matériel, ils se sont dit, en plus, on va avoir l'air suspect. On veut avoir l'air coupable. Le but, en fait, c'était de lancer une alerte mondiale très crédible, d'intimider tous les ennemis des États-Unis qui étaient impliqués dans la guerre au Vietnam, particulièrement les soviétiques, pour les forcer à commencer les négociations. Le concept, c'était vraiment de dire et les gars, regardez, bah nous on va déclencher une guerre là. Voilà, là on a commencé à mettre nos pions et tout, on y va quoi, let's go. Et puis tant qu'à faire, on va s'attaquer à l'URSS quoi. Voilà, cool. Donc en utilisant des actions apparemment irrationnelles donc, parce qu'elles ne l'étaient pas vraiment, elles étaient calculées, mais qui apparaissaient pour les gens d'en face irrationnelles, ils visaient donc à pousser à la fois les soviétiques et les vietnamiens, mais surtout les soviétiques, à mettre fin à la guerre du Vietnam dans des conditions qui auraient été favorables aux États-Unis. Mais les Américains, ils sont pas non plus complètement zinzins, parce qu'à un moment, je pense qu'au milieu de la nuit, ils se sont rappelés qu'ils vivaient eux aussi sur la planète Terre et que coloniser la Lune allait être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils pouvaient penser. Ces mouvements ont été gardés secrets, donc il n'y a pas eu de panique au niveau du grand public. Et d'ailleurs, le grand public ne l'a appris qu'au début des années 2000, lorsque la Freedom of Information Act, donc la loi sur la liberté de l'information, a permis de déclassifier cet événement. Et aussi, ils ont quand même fait en sorte de rester intentionnellement détectables par les systèmes de surveillance soviétiques. Et d'ailleurs, ces choses qu'a fait l'Union soviétique, ils les ont détectées et les États-Unis, le 30 octobre, sur ordre direct de Nixon, ont décidé de tout simplement battre en retraite. Est-ce que ça a marché ? Eh ben, pas vraiment. Parce que 1969, dans l'histoire de la guerre du Vietnam, ça marque le début du retrait des troupes américaines. Bon, il est peu probable que les Américains, devant l'échec plus ou moins de cette opération, se disent « on va retirer nos troupes ». Je pense, et ça c'est mon avis personnel, que ça a fait partie d'une multitude d'événements que ça a conduit à cette décision. Premièrement, les morts de soldats américains. Deuxièmement, cette guerre coûtait extrêmement cher à continuer. Et troisièmement, une opinion publique qui vraiment n'en pouvait plus. En réalité, je pense que cette opération était un peu le dernier appel et un peu la dernière solution qu'ils avaient pour essayer de faire plier leurs opposants sans réellement aggraver la situation, bien qu'ils avaient réuni absolument tout ce qui était possible pour l'aggraver. Mais bon, la menace d'utiliser l'arme nucléaire dans le cadre de ce conflit-là, voire même directement sur le territoire de l'Union soviétique, n'ayant pas fait chavirer le cœur des Russes ni même des Vietnamiens, je pense que cela a contribué à fortement réévaluer la nécessité de continuer l'effort de guerre qu'ils étaient en train de faire et aussi de conduire le monde au bord de sa disparition. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter par contre, par rapport à aujourd'hui, c'est que l'héritage de cette époque et des décisions qui ont été prises à ce moment-là continuent d'influencer la politique et la sécurité mondiale actuelle. Et aussi, un des événements changeants, c'est que après la Madman Theory qui avait pris le pas sur la guerre froide, on a eu une période de détente dans la guerre froide où ils se sont calmés sur les armes nucléaires, mais aussi la théorie de la destruction mutuelle assurée est vraiment rentrée en lice. Elle, en fait, elle est beaucoup plus rationnelle que la Madman Theory, parce que par exemple, dans le cadre des États-Unis et de l'URSS, au lieu de dire je vais faire un coup de poker, je vais mettre mes armes nucléaires sur la table et on va voir si on n'annihile pas la planète, les États-Unis vont plutôt dire que, écoute, je sais que moi j'ai des armes nucléaires, je suis prêt à les utiliser, l'URSS est prêt eux aussi à les utiliser, je sais qu'ils peuvent les utiliser, donc viens on arrête les frais, on réduit les stocks au minimum histoire de toujours se prendre au sérieux et on discute. Parce que sinon,
on va juste mutuellement se détruire. Et ça, c'est le paradigme dans lequel on est un peu plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout. Ça fait le tour pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, c'était une anecdote assez folle que j'ai découvert de la guerre froide et je voulais vous en faire part. Mais je serais quand même curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'était une stratégie de génie qu'a eu Nixon ou est-ce qu'il a vraiment trop joué avec le feu nucléaire et est-ce que c'est pas trop dangereux? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me le dire. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si jamais elle vous a plu, de vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.